Bienvenue fidèles auditrices et fidèles auditeurs et à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous écoutez la saison 4 du podcast WAR, WordPress on Air. Je suis Eddy de l'agence Woodunit et je suis ravi de vous retrouver. Que vous soyez au volant de votre voiture, en train de cuisiner un bon repas ou simplement en train de vous détendre, ce podcast est là pour vous accompagner et vous inspirer. Installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs et laissez-vous emporter par ce nouveau numéro de WOW. Vous êtes prêts ? Moi aussi, c'est parti. Au sommaire de cette émission, un mot sur la nouvelle plateforme de formation Woodunit Academy. Une nouveauté sécurité sur WP Umbrella. Une nouveauté incroyable pour tester WordPress en un clin d'œil. Des dates à retenir pour la communauté. Et l'interview de Mathieu Viette, Monsieur BuddyPress en France. Bonne écoute. Vous cherchez à monter en compétence sur WordPress, le web responsable ou à développer votre attractivité? Ne cherchez plus. La Woodunit Academy est là pour vous. Adaptée aux débutants en quête de base solide ou aux professionnels cherchant à monter en compétence, basée sur nos 15 ans d'expérience 100% terrain, nos formations couvrent un large éventail de sujets qui vont vous aider à booster vos compétences. Ce qui vous attend? Des formations et des masterclass 100% pratiques et actionnables issus du terrain. Des formats variés et accessibles quand vous le souhaitez, en présentiel, en visio ou sous forme de vidéo à la demande. Des experts à vos côtés avec plus de 15 ans d'expérience. Besoin d'un accompagnement plus personnalisé? Nous proposons du coaching et même du mentorat pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. Des questions? Besoin de discuter d'un parcours personnalisé? Prenez gratuitement rendez-vous avec nos experts pour échanger sur votre projet. Rendez-vous sur Woodunit Academy pour cultiver, perfectionner et transformer vos talents. woodunit.academy. Nouvelle fonctionnalité de sécurité sur WP Umbrella. Gardez un œil sur vos extensions. Si vous êtes dans le monde WordPress, et je sais que vous l'êtes, vous savez à quel point il est crucial de maintenir la sécurité de votre site. WP Umbrella, la plateforme bien connue pour la gestion de multiples sites WordPress, vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui va changer la donne en matière de sécurité. Donc avant de plonger dans les détails de cette nouveauté, rappelons brièvement ce que fait WP Umbrella. Cette plateforme offre une solution tout en un pour la gestion de plusieurs sites WordPress. Elle propose des sauvegardes automatisées, un suivi des erreurs PHP et un tableau de bord unifié pour une supervision sans faille de vos sites. Idéal pour les agences et les freelances qui cherchent à optimiser leur workflow. Cette nouvelle fonctionnalité donc, elle vous permet de savoir si vos sites WordPress ont des failles de sécurité et plus précisément dans les extensions que vous utilisez. Une illustration sur le tableau de bord indique clairement si des failles ont été détectées, vous permettant ainsi de prendre des mesures immédiates pour les corriger. Pourquoi c'est important? Les extensions sont souvent la porte d'entrée pour de nombreuses attaques sur WordPress. Cette nouvelle fonctionnalité vous donne un outil puissant pour être proactif dans la gestion des risques de sécurité sans avoir à attendre qu'un problème survienne. Cette nouvelle fonctionnalité est une autre raison de considérer WP Umbrella comme un outil indispensable pour toute personne gérant plusieurs sites WordPress. Elle ajoute une couche de sécurité supplémentaire et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, développer votre business en ligne. Alors n'hésitez pas à tester cette solution en utilisant le code promo WOW, W-O-A, pour bénéficier d'un mois gratuit. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un outil qui pourrait révolutionner votre façon de travailler avec WordPress. Il s'agit du WordPress Playground, une plateforme qui te permet de lancer un site WordPress directement dans ton navigateur. Oui, tu as bien entendu, pas besoin d'installer en local ou avoir un serveur distant, tout se passe dans ton navigateur. Alors qu'est-ce que WordPress Playground? C'est un projet récent déployé par la communauté WordPress. Il te permet de créer donc un site WordPress directement dans ton navigateur web. Tu peux installer des plugins, des thèmes et même choisir ta version de PHP et de WordPress. C'est un excellent moyen de tester rapidement des fonctionnalités sans avoir à configurer un environnement de développement. Comment ça marche? Il suffit de te rendre sur playground.wordpress.net et une fois que tu es sur le site, tu auras accès à un WordPress fonctionnel. Tu peux installer les plugins en téléchargeant leur zip depuis le répertoire officiel de WordPress et en les glissant dans l'interface du Playground. Tu peux également jouer avec les URL pour importer directement des thèmes ou des extensions. Je t'invite à aller voir l'excellente vidéo d'Alex de WP Marmite qui t'explique tout ça en vidéo. Bien sûr, il y a quelques limitations. Par exemple, les données sont perdues dès que tu actualises la page. L'interface n'est pour le moment qu'en anglais, mais pour des tests rapides, c'est idéal. Et il y a tout de même une façon de sauvegarder ton travail sur un fichier local. Et oui, tu te retrouves sur ton PC
le dossier complet du WordPress que tu peux réutiliser quand tu recharges WordPress Playground ou directement récupérer les fichiers sur lesquels tu aurais travaillé. Donc pourquoi c'est génial ? D'abord, c'est très rapide à mettre en place, pas besoin de passer du temps à configurer un environnement local, c'est facile d'utilisation, c'est idéal pour les débutants qui veulent se familiariser avec WordPress pour faire une démo. Tu peux tester différentes versions de PHP et de WordPress avec des extensions pour voir ce qui est bon pour le débogage. En résumé, WordPress Playground, c'est un outil fantastique pour tous ceux qui travaillent avec WordPress. Que tu sois développeur expérimenté ou débutant, les avantages sont nombreux. Alors pourquoi ne pas l'essayer dès aujourd'hui ? T'as entendu ? Le premier meet-up WordPress de la saison à La Rochelle, c'est le 29 septembre 2023. Un petit coup de pouce aux copains. En effet, Coralie et Jason de l'agence Woodunit sont à l'organisation de ce meet-up. Alors si t'es dans la région de La Rochelle, n'hésite pas à t'y rendre pour rencontrer des gens de la communauté. Le speaker du jour, ce sera Nicolas Richer. Nicolas Richer va parler d'un truc cool. Jusqu'où peut-on aller sans coder ? En gros, à quel moment faut-il vraiment se mettre au code ? Nicolas va t'éclairer là-dessus. Tu peux trouver plus d'infos pour tout savoir sur l'événement sur meetup.com. Le WordPress Accessibility Day est un événement mondial de 24 heures qui se tiendra les 27 et 28 septembre 2023. L'objectif est de se concentrer sur l'accessibilité des sites web construits avec WordPress. L'événement est organisé par des bénévoles, notamment des membres de l'équipe d'accessibilité de WordPress. L'accessibilité web est un enjeu important car elle permet à tous, y compris aux personnes ayant des handicaps, d'utiliser les sites web. L'événement vise à démystifier le sujet, souvent négligé, et à fournir des ressources et des connaissances pour améliorer l'accessibilité des sites WordPress. Un point intéressant à noter est que l'événement est préapprouvé pour des crédits de formation continue pour certaines certifications professionnelles en accessibilité web. Ces certifications sont délivrées par l'International Association of Accessibility Professionals. Si vous assistez à cet événement, vous pouvez donc obtenir des crédits qui seront utiles. Je ne sais pas, franchement, si ces crédits sont reconnus en France, mais c'est une belle initiative. Je vous encourage à vous renseigner si cela vous intéresse. Pour assister aux conférences, il suffit de s'inscrire gratuitement. Les présentations seront diffusées en direct via un webinaire Zoom. L'événement met l'accent sur l'accessibilité en fournissant des sous-titres en direct et une interprétation en langue des signes. Après l'événement, les enregistrements seront disponibles sur la chaîne YouTube de WP Accessibility Day, avec des sous-titres et les transcriptions complètes. L'inscription à l'événement est déjà ouverte et l'accès à la conférence est gratuit. Le programme est également disponible en ligne. Je rappelle les dates, 27 et 28 septembre 2023. Aujourd'hui, j'accueille Mathieu Viette, spécialiste de BuddyPress. On discute de la compatibilité avec d'autres thèmes et d'autres extensions WordPress, de la gestion des communautés et surtout en avant-première les nouveautés à venir. Mathieu nous partage aussi ses vues sur la propriété des données. Si tu es curieux de découvrir ou redécouvrir BuddyPress, cette interview est pour toi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça me fait très plaisir de te recevoir, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'ai pu suivre plusieurs de tes conférences dans des WordCamp il y a quelques années et qu'on n'a jamais eu l'occasion de discuter en réel. Mais surtout parce que tu es une personne qui ne vit pas de WordPress. Je reçois souvent des gens qui font des extensions, etc., qui vivent de WordPress. Et toi, tu vis pas de WordPress. Pourtant, ton implication dans la communauté, elle est énorme. Alors, même si tu as un petit peu disparu des radars ces derniers temps, et tu nous expliqueras peut-être pourquoi. Oui. Est-ce qu'on peut dire que tu es un évangéliste WordPress ? Moi, c'est un peu comme ça que j'ai envie de te qualifier. Parce que j'ai entendu quelques interviews de toi. Tu défends énormément l'open source, mais surtout WordPress. Oui. Tu te considères comme ça ? Je sais pas si je peux me considérer comme ça. C'est peut-être un mot trop important, évangéliste. En tout cas, j'essaye de transmettre, on va dire, mon intérêt pour WordPress, sa communauté et ses extensions. Alors, je le fais de différentes manières. C'est vrai que j'ai un petit peu disparu des radars, mais dans mon histoire, tu vois, là, je porte aujourd'hui un t-shirt qui m'est très cher. C'est le t-shirt du WordCamp Paris 2018. Et ce WordCamp, il est tout spécial pour moi parce que c'est le premier, un des deux, on va dire, et le premier sur lequel je me suis beaucoup investi dans l'organisation, puisque j'étais le contact principal, le coordinateur
de l'organisation WordPress Community, et c'était un moment magique. Beaucoup de travail avec une super équipe, mais bon, je m'égare. Je vais revenir sur le point, est-ce que je me considère comme un évangéliste? Donc je dirais non. Je me considère comme un utilisateur de WordPress, un contributeur de WordPress, peut-être un peu plus qu'un utilisateur. Oui, un gros contributeur. Oui, un contributeur de WordPress qui a envie de partager ce qu'il a appris avec d'autres pour leur faciliter la tâche, parce que c'est aussi une manière, je pense, d'intéresser de plus en plus de personnes à la contribution à WordPress. Et ce qui m'intéresse dans le projet et dans la philosophie de l'open source, c'est qu'en fait, peu importe les personnes, ce qui est important, c'est le projet. Et donc, on est là que pour un petit moment, pour passer le flambeau et faire en sorte que d'autres nous remplacent. Parce que la contribution, l'air de rien, ça fatigue. Et donc c'est bien aussi que des jeunes avec des nouvelles idées, même si je suis pas non plus un grabataire, mais que et que j'ai encore de bonnes idées, j'espère, que des jeunes se lancent et puis nous challenge et prennent la place et fassent en sorte de continuer à promouvoir l'utilisation d'un logiciel open source qui rend bien des services, qui est aussi des messages ou un slogan ou une étiquette très intéressante, c'est-à-dire la liberté d'expression sur le net, favoriser la publication pour tous. C'est des messages qui, moi, m'ont tout de suite beaucoup intéressé. Et donc, c'est pour ça que je me suis investi à l'origine. J'avais aussi un intérêt purement professionnel, puisque en fait, WordPress, moi, je l'ai connu quand j'avais pour mon entreprise un projet de monter une boîte à idées. Et donc et quand je l'ai connu, donc ça remonte vers WordPress 2.7 il me semble. Ouais, WordPress 2.7 exactement. Donc 2009-2010, WordPress 2.7, Coltrane, et donc je ne connais pas l'API de WordPress à ce moment-là. J'ai fait un peu de PHP. Alors moi je suis pas un développeur à la base, je bidouille. J'ai lu dans des livres comment on faisait un echo, etc. Enfin bon, bref, un peu de CSS, HTML. La première réalisation que j'ai fait, c'est en fait un assemblage d'extensions qui m'a permis de monter dans des délais records une boîte à idées en une semaine et de généraliser cette boîte à idées sur une entreprise vraiment pour mon entreprise qui a beaucoup de salariés. Et à l'époque, c'était pour la branche courrier du groupe La Poste. Donc ça, à l'époque, j'étais dans la branche courrier. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu WordPress. Donc, en une semaine, il m'a permis de réaliser un projet important. Et du coup, il y a aussi quelque chose que j'ai changé par rapport à la manière dont on aborde le développement en entreprise. C'est beaucoup plus, en entreprise, il y a beaucoup plus de normes, de procédures, etc. Et ce qui manque en entreprise beaucoup, c'est le bêta test, c'est-à-dire tu fais une extension pour ta boîte à idées, mais tu sais pas si ça marche, et puis les gens n'ont pas forcément le temps de tester, etc. Et donc je voyais aussi dans la possibilité de partager avec le répertoire des extensions de WordPress une possibilité de me faire gagner du temps sur le bêta test. Je mettais une extension en marque blanche entre guillemets, et puis ça me permettait de tester mon truc. Donc du coup, ça me permettait aussi de gagner du temps. Alors ça a une limite, c'est que les utilisateurs parfois ils ont envie que mon extension réponde à leurs besoins, et leurs besoins sont un peu en contradiction avec les miens, etc. Donc ça a cette limite, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai démarré avec WordPress, et je suis resté assez longtemps un petit peu seul, si j'ose dire, parce que j'avais une relation directe avec le répertoire des extensions, mais j'avais pas forcément noué des contacts avec la communauté française de WordPress. La première communauté en fait que j'ai rejoint avec les amis les premiers amis que je me suis fait dans la communauté WordPress, en fait, c'était l'équipe de développement de BuddyPress. Et donc, mes premiers amis étaient américains. Et donc, en fait,
C'est parce que je contribuais énormément. Je mettais des patchs sur l'environnement de track. Donc, je proposais des corrections, de nouvelles fonctionnalités. Et puis, de fil en aiguille, le lead développeur, un des lead développeurs, Boone, qui d'ailleurs a participé et qui a fait une présentation lors du WordCamp Paris 2018, m'a repéré, m'a dit tiens, ça te dirait pas de rejoindre l'équipe, etc. J'ai dit si, ouais, pourquoi pas. Et puis c'est comme ça que je suis rentré en fait dans l'équipe de développement de BuddyPress, et donc je suis devenu un des lead développeurs. Alors c'était il y a 3-4 ans maintenant. Et donc BuddyPress c'est vraiment le coup de cœur. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. L'extension, et aussi d'essayer de pas de réinventer BuddyPress, mais de le rénover, on va dire, de le restaurer, et d'essayer d'avoir une nouvelle approche, parce que en 2010, quand BuddyPress avait beaucoup de contributions, le réseau social, on comparait souvent BuddyPress à un réseau social hébergé sur WordPress. Ce réseau social-là, il a beaucoup évolué entre-temps. Et nous, on n'a pas forcément beaucoup évolué. Donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, il faut on s'est posé des questions, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. On va faire un point. Donc, c'est très bien d'avoir fait la transition sur BuddyPress. Ouais. J'ai lu que BuddyPress, c'était 2008. Tu parlais de 2010, 2008 l'origine. Oui. Une extension un mu plugin, en fait. Absolument. Qui permettait de faire quoi? Du multisite? Avant qu'il y ait du multisite sur non, en fait ça de compartitionner un site, quoi. Quelque chose comme ça. Ouais, en fait à l'origine BuddyPress n'était disponible qu'en multisite, et l'idée d'origine c'était de se dire un multisite finalement ça peut être plusieurs profils, donc un site peut être un utilisateur, un environnement pour un utilisateur, mais en fait ça s'est très vite organisé. Alors on devait effectivement avoir un multisite pour avoir BuddyPress, mais moi je les ai rejoints en fait à partir du moment, donc c'est pour ça que je connais pas trop bien cette histoire, mais moi je les ai rejoints au moment où ils ont ouvert au site classique, au site régulier, parce que c'était mon équipement à l'époque. J'avais pas forcément de multisite, et puis à Mu, pour l'installer, c'était pas aussi simple que maintenant, hein. C'était un peu plus complexe. D'ailleurs, les premières versions de BuddyPress étaient sacrément complexes à installer aussi quand on y réfléchit. Mais moi, je les ai connus à partir de la version 2. Non, je dis des bêtises. Je les ai connus quand c'était la version 2.9.3 de WordPress. Et de WordPress, d'accord. Ouais, okay. De WordPress, ça devait être la version 1.5 de BuddyPress. Ah oui, on est 11.3.1 aujourd'hui, je crois. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc mais on a changé notre manière de versionner les. D'accord. Est-ce qu'on peut expliquer, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas BuddyPress, parce que moi j'ai ce paradoxe, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir toujours entendu parler de BuddyPress. Ouais. Et quand j'en parle autour de moi, souvent on me demande, tiens, tu connais pas un truc, j'ai une association, j'ai un annuaire, etc. Et à chaque fois je leur dis, BuddyPress. Ouais. Et les gens connaissent pas forcément. Je vois qu'il y a énormément d'installations actives. C'est utile, ça fait ses preuves. Ouais. Il y a peut-être un manque effectivement, il y a eu trop cette comparaison de réseau social, et les gens cherchent ça, et BuddyPress n'étant pas vraiment que pour ça, ne répond peut-être pas forcément à cette demande en termes de communication. C'est vrai que tu mets le doigt là sur un sujet, un vrai sujet, un sujet compliqué, et la définition de BuddyPress, c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat à appréhender. Je vais repartir de ce que disait Boone dans une de ses conférences, je crois que c'était au WordCamp New York de je sais plus quelle année. Il disait à l'époque WordPress, c'est à propos du contenu. Alors, il disait en anglais, WordPress is about content and BuddyPress is about users. L'idée, c'était que BuddyPress s'intéressait aux utilisateurs. Donc, il commençait comme ça. Après, c'est vrai que très vite, parce que il y a des fonctionnalités qui ressemblent aux activités dans Feu, Twitter, enfin aux tweets
dans feu Twitter, au mur dans Facebook, très vite on est arrivé, oui, on peut faire des groupes, donc les groupes Facebook. On peut s'envoyer des messages privés. Bon, les deux font des messages privés. On peut entrer en relation réciproque, c'est-à-dire ce que dans l'application, dans le logiciel, tu retrouves sous le nom d'amis, friends. On peut avoir un centre de notification. D'ailleurs, c'est marrant. L'autre fois, je réfléchissais à ça. Il y a un effort en ce moment dans WordPress pour essayer d'avoir un centre de notification qui soit un peu moins spammy. Nous, on en a déjà un. Peut-être que on pourrait avoir une extension qui sera. Enfin bref. Donc, je pensais à tout ça. Mais donc oui, c'est vrai que c'est difficile à définir. Et ce qu'on disait en raccourci, c'est BuddyPress, c'est un réseau social que vous hébergez dans votre site et dont vous avez la propriété, vous maîtrisez complètement. Vous n'êtes pas dépendant de règles de quelques milliardaires capricieux qui, du jour au lendemain, changent leur manière de fonctionner, la manière dont fonctionne leur application. Donc c'est comme ça que c'est parti. Après, moi, quand je regarde le code, etc., j'aurais tendance à dire que BuddyPress rajoute des fonctions communautaires à votre site WordPress. Et l'inconvénient de BuddyPress, c'est qu'on est tenté de tout activer. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, BuddyPress, c'est un ensemble de composants. Par défaut, on en active 4, je crois, les activités, les notifications, les champs de profil, les réglages de compte. Mais il y en a 9. Il y a 9 composants optionnels. Et du coup, on a tendance à tout activer. Puis on a tendance aussi à se dire, mais ça s'interface bien avec BBPress, l'extension de forum. Donc je vais ajouter BBPress, ce qui fait qu'après, tu prends le risque d'avoir du contenu un peu partout. Tu auras du mal à organiser, à modérer, etc. Et en fait, c'est parce que BuddyPress intègre justement tous ces composants directement dans l'extension et que même s'ils sont pas actifs, ils sont là. D'ailleurs, ils sont installés, quoi. Ils sont sur ta machine, ils sont sur ton serveur. Et donc, c'est comme si si tu les actives pas, tu te dis aussi, mais attends, j'ai pas besoin de ce truc, il est sur mon serveur et je l'active pas et ça me prend de la place et je l'active pas. Bon, ok. Et donc là, on réfléchit un petit peu différemment. Et en gros, on se dit, mais en fait, l'autre inconvénient, c'était, on a des extensions, enfin, on a des composants, et puis on se bride un peu. On n'ose pas trop rajouter des fonctionnalités parce que ça fait des nouveaux composants, parce qu'aussi, ça peut éventuellement concurrencer des extensions qui utilisent BuddyPress, etc. Donc, on se bridait là-dessus. Et donc là, dernièrement, ce qu'on s'est dit, c'est, on n'a pas besoin d'avoir l'intégralité de BuddyPress directement sur sa machine et d'activer ce dont on se sert. On a besoin d'avoir un noyau, si j'ose dire, BuddyPress le plus resserré possible sur les fonctionnalités les plus qui sont difficiles à mettre en composant quelque part. C'est vraiment ce qu'on appelle le core de BuddyPress. Donc le core de BuddyPress, ça va être les fonctions cœur et aussi tout ce qui touche aux membres. Donc voilà, aux utilisateurs. Et puis le reste, qui sont organisés sous forme de composants optionnels, progressivement, l'idée c'est, on va les transformer en ce qu'on appelle des add-ons de BuddyPress, pour pas dire des extensions de BuddyPress, pour se différencier un peu. Mais en gros, ça va être hébergé sur le site, le répertoire des extensions de WordPress, parce que c'est hyper important d'être sur ce répertoire, surtout pour BuddyPress. Et donc du coup, on va essayer de travailler sur une interface d'activation de ces extensions distantes. En gros, si je suis intéressé, je la ramène, je l'installe, je l'active. Voilà, quelque chose donc essayer de faire en sorte. Mais en tout cas, j'ai donc un cœur, un noyau BuddyPress très resserré quand je l'installe. Et ensuite, je choisis les extensions de BuddyPress que je veux installer. Et l'avantage de procéder ainsi, c'est que ça nous libère d'un point de vue création d'add-on, parce que on est tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que tout le monde peut proposer des versions alternatives de notre travail, tout en bénéficiant du même noyau. Voilà. Donc l'idée c'est de nous orienter là-dessus. Ouais, c'est gros parce que là on a quand même pas mal de composants optionnels, mais c'est ce vers quoi on veut se diriger. D'accord. Oui, c'est la rétrocompatibilité qui est le plus complexe en général dans ce genre de. Alors la rétrocompatibilité, c'est un bon sujet parce que c'est le problème majeur de notre prochaine version. C'est celle qui va sortir le 30 octobre. Alors peut-être qu'on va un peu dépasser, parce que c'est une grosse version. La version 12 de BuddyPress, ça marque le début du renouveau, si tu veux. Et pour bien repartir,
eh ben, faut partir en améliorant un peu la manière dont on dont on faisait les choses. Et ça commence par la manière d'interpréter les URL et de charger les contenus de BuddyPress. Et aujourd'hui, on avait un système qui était on va dire spécifique à BuddyPress, et donc là, gros travail qu'on a opéré sur la version 12, c'est qu'on est reparti sur l'utilisation de l'API d'URL rewrites de WordPress, donc la réécriture d'URL de WordPress. Et donc on a créé une API, enfin on a mis une surcouche BuddyPress sur cette API pour que les URL soient construites à l'aide de l'API de réécriture de WordPress. Qui existe déjà. Ouais. Et ça, quand on le dit, ça va vite, ça a l'air de rien. Mais ça, c'est de mon point de vue, et j'écrirai un article sur mon site à ce sujet-là. De mon point de vue, même si on le dit pas ou on n'ose pas le dire, c'est un changement de rupture, et ça sera très compliqué pour les extensions. Celles existantes d'être compatibles? Alors, compliqué n'est pas le terme. En fait, ce qui est compliqué, c'est de motiver les personnes qui ont rédigé ces extensions à revenir dessus. Parce que moi j'ai écrit des extensions, pareil, il y a certaines extensions qui datent, et il y en a peut-être que certaines de ces extensions sont utilisées, mais revenir dessus, revoir le code, etc., ça peut me prendre du temps. C'est pas très compliqué à assurer la rétrocompatibilité, enfin la compatibilité avant, je veux dire, d'être compatible avec la prochaine version. Ce qui est plus compliqué, c'est d'être compatible avec la prochaine et l'ancienne. Ça, c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, on a identifié que ça serait une problématique, et donc on a décidé de faire un gros effort, nous les développeurs, en se disant il faut qu'on documente, et pour ça il faut qu'on ait de l'aide. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé. Quand j'ai été au WordCamp de Paris. Le dernier de cette année, il y avait une journée de contribution. J'y suis allé. J'étais un peu tout seul pour contribuer à BuddyPress, mais j'ai pu faire des rencontres, et ça c'était super intéressant pour moi. J'ai rencontré notamment Jason. Ou Jason, je sais pas comment. Jason. Chez Woodinit, oui. Voilà. Et donc, je lui ai dit, tu veux pas nous aider à organiser la documentation, etc. Et du coup, il a rejoint l'équipe de documentation de BuddyPress. Et donc, on est en train de travailler là-dessus. Et l'idée, c'est de fournir le maximum de documentation aux développeurs, de réorganiser cette documentation parce qu'elle était organisée sous la forme d'un codex. Et puis, le wiki, ça marche jusqu'à un certain point. Donc là, on va un petit peu ranger tout ça. Et puis aussi, ce qu'on a prévu de faire, c'est une extension qu'on a appelée BP classique, un peu sur le même modèle de ce que fait WordPress pour l'éditeur classique ou l'interface de gestion classique des widgets. Le BP classique, en fait, ça permettra d'utiliser la version 12 de BuddyPress, mais en revenant sur l'ancienne manière d'interpréter les URL. Donc ça permet de garder la compatibilité avec les extensions qui n'auraient pas fait le jump. Voilà. Donc tout ça, c'est beaucoup de boulot. J'imagine. Parce qu'il faut concevoir l'API, et puis après il faut la déconstruire quelque part et faire en sorte qu'on reste compatible avec les anciennes. En parlant de boulot, est-ce que le passage Gutenberg FSE, ça a été pour vous ça c'est en fait vous utilisiez l'éditeur et puis c'est passé comme crème, comme on dirait dans le sud? Non. Alors ça a été compliqué parce que ça a été compliqué. Je dis toujours compliqué, mais en fait, c'est pas le terme. Ça a été délicat, on va dire. Parce que moi, je suis un fan de l'éditeur de blocs. Je trouve que je suis un fan du changement en général. Je trouve que c'est génial de se remettre en question et de se dire, l'éditeur là, il est bien, mais on pourrait faire mieux. Et puis apparemment, c'est ça qui est recherché. On voit ce qui se passe Et je trouvais que c'était un challenge intéressant. Mais dans l'équipe de BuddyPress, on a aussi des personnes qui, au démarrage, n'étaient pas forcément hyper fans de l'éditeur de blocs. Je pense que c'est un phénomène qu'on a connu aussi. D'ailleurs, à l'époque du WordCamp Paris 2018 et 2019, il y avait comme une comment dirais-je une scission dans la communauté. Ouais, voilà, il y avait ceux qui étaient pros et ceux qui étaient qui étaient pas encore pros. Ouais, c'est ça. Pour être Mais moi, j'ai procédé par étapes. La première étape que j'ai impérativement souhaité accomplir, c'est on profite pas complètement de l'éditeur de blocs, de l'API des blocs, mais
il faut que quelqu'un qui utilise un thème de bloc, il puisse retrouver son contenu BuddyPress comme s'il utilisait n'importe quel autre thème. Donc la première étape que j'ai fait, où là j'ai convaincu l'ensemble des contributeurs de BuddyPress, c'est de faire en sorte que BuddyPress soit compatible avec les thèmes de bloc. Ce qui est pas si simple parce que c'est pas non plus hyper compliqué, mais en fait j'ai fait cet effort-là. Il y a pas, je sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs de thèmes de bloc. Moi j'utilise un thème de bloc pour mon site perso, mais je sais pas si ça s'est encore beaucoup développé. On va dire il y a plus en plus, en tout cas sur le repo, mais utiliser, je sais pas trop. Mais en tout cas, je trouvais que c'était hyper important pour plusieurs raisons. C'est pour dire, je voulais pas voir dans un forum, par exemple, j'ai pas pu installer tel thème de blog parce que BuddyPress est pas compatible. En fait, moi, j'ai un problème. Être la raison pour laquelle un utilisateur n'a pas utilisé un nouveau thème, ou ça m'ennuie quelque part. Je veux pas être un frein à WordPress. Je veux pas que BuddyPress soit un frein au développement de WordPress, dit autrement. Donc dès qu'il y a des trucs comme ça, je fais en sorte de faire les propositions, les patchs pour que ça soit compatible. Et donc, je suis content parce qu'une fois, j'ai été sur le repository, enfin sur le répertoire des extensions, et j'ai vu qu'il y avait un utilisateur qui avait dit ouais, au moins avec BuddyPress, c'est compatible avec mon thème de bloc. Alors que certains autres ne le sont pas. Alors là, j'étais content. Et donc, du coup, moi, j'utilise que les thèmes de bloc aujourd'hui. J'ai un peu plus de mal. Alors, j'ai du mal à résoudre des bugs qu'on peut avoir avec des anciens thèmes. Donc, c'est une gymnastique un peu gênante pour moi. Et c'est vrai que l'avenir de BuddyPress, il est à fond dans les blocs. Quoi qu'il arrive, moi j'en suis convaincu. Et donc c'est tellement compliqué en fait on a une API de thèmes de compatibilité avec la plupart des thèmes. Donc on a un système qui permet d'avoir les contenus BuddyPress qui s'intègrent dans votre thème, mais il y a toujours des petites optimisations à faire, il y a le CSS, c'est tout de suite très compliqué. Et là ce que je vois avec l'éditeur de site, c'est je me dis ah ouais, mais en fait là si moi je vais chercher un template BuddyPress, un gabarit BuddyPress, je l'affiche et je peux le réorganiser comme je veux. Ça m'intéresse beaucoup et c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille, je pense. Alors on va y aller d'abord alors pas tout de suite, pas la version 12. Il nous faut d'abord, comment dirais-je, le moteur. Hein. Il nous faut d'abord bien passer le cap de la gestion des URL parce que je pense que c'est important aussi pour le chargement des templates et ça nous aidera pour la suite. Donc on passe cette étape et après on va travailler sur un thème de bloc qui sera, moi je veux qu'il soit à la fois compatible, je veux pas qu'il soit nécessaire d'avoir BuddyPress pour l'utiliser, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait l'utiliser pour un site WordPress sans qu'il y ait BuddyPress. Mais si j'ai BuddyPress, alors je bénéficie en plus de la possibilité de personnaliser la partie communautaire de mon site. Vous pouvez poser d'autres questions. D'abord, BuddyPress, c'est qui? Ça appartient à qui? Qui est-ce qui est derrière ça? BuddyPress, un peu comme certaines extensions aujourd'hui, Activity Pub, je crois que c'est le cas, ça a été racheté par Automatic. Donc BuddyPress appartient à Automatic, mais l'équipe qui gère BuddyPress, le project lead qui s'appelle Triple J, John James Jacoby, qui lui ne fait pas partie d'Automatic et tous les contributeurs ne font pas partie d'Automatic. Donc l'équipe, même si au démarrage la plupart en faisaient partie, l'équipe est relativement indépendante par rapport à Automatic, mais on profite des moyens qu'ils mettent à notre disposition et c'est génial parce que on a un site, l'air de rien, buddypress.org, c'est super d'avoir ce site, même si on peut se dire il est un peu vieillot, vous pourriez l'améliorer. Justement, on va travailler sur un thème de bloc. On a l'environnement d'entretien de notre code source, même si c'est sur SVN. Ça contient notre histoire, donc c'est quelque chose d'important pour nous et on veut le conserver. On a mis en place un système de synchronisation avec GitHub parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa de travailler avec GitHub. Mais l'histoire, elle est dans le SVN. Donc, on a des outils que nous fournissent Automatic et qui sont nécessaires à notre existence. Mais c'est à peu près tout.
Après, c'est à nous de nous débrouiller comme des grands pour convaincre les personnes de contribuer à BuddyPress. Et c'est vrai que dans cette partie-là, c'est le plus compliqué. C'est un peu ce que je disais en introduction. Moi, je suis de passage. Il faut que je trouve la personne qui va me remplacer. Il faut aussi que je développe l'équipe de contributeurs. Mais je suis pas là pour tout le temps. Et d'ailleurs, c'est comme toi, c'est-à-dire t'en as eu besoin. Oui. T'as trouvé l'outil qui te plaisait. Et tu t'es dit, OK, mais moi, j'ai envie de l'améliorer, en fait. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aussi des utilisateurs, absolument, des testeurs. Donc, est-ce que tu as des exemples de sites dont tu es fier, sur lesquels il y a BuddyPress qui tourne? Peut-être on s'en rendrait pas compte, des grosses communautés qu'on ne connaît pas forcément. En fait, le site dont je suis le plus fier, c'est profiles.wordpress.org. En fait, l'environnement des profils de WordPress, celui où vous avez vos badges de contributeurs, il est motorisé par BuddyPress. C'est BuddyPress qui est derrière les champs de profil, etc. Et même sur les extensions, il y a du BuddyPress fortement customisé, certes, mais en tout cas c'est du BuddyPress. Et c'est super intéressant pour nous parce que justement avec Dion Hulse, qui est dans l'équipe méta, on a beaucoup travaillé avec lui parce que il a installé la version bêta de BuddyPress sur profiles.wordpress.org et on a pu voir, ah ouais, non mais là moi j'utilise le vieux thème BP default, j'ai dû mettre BP classique. On a pu résoudre des bugs comme ça. C'est-à-dire que on utilise, la communauté WordPress utilise pour ses outils des outils de WordPress comme BuddyPress ou BBPress pour les forums d'extension. Donc c'est celui dont je suis le plus fier. Après, le deuxième c'est BuddyPress.org. BuddyPress parce qu'on est confiant dans nos logiciels. Et après, dans BuddyPress.org, on a organisé une rubrique où on propose un certain nombre d'illustrations de sites qui utilisent BuddyPress. Alors moi, il y en a un, j'ai un site professionnel qui utilise BuddyPress. Je peux pas vous le montrer parce qu'elle est sur un intranet, mais j'ai pas comme ça d'idées autres. De super sites c'est pas grave, tu parlais d'intranet, c'est une part importante de BuddyPress, je pense. Je ne sais pas. Moi j'ai l'impression. Sinon, à qui on peut proposer, moi j'ai bien mon idée, je suis dans le milieu associatif beaucoup. Ouais. Une petite association. Alors en plus les versions dont tu parles futures me paraissent idéales. Ouais. On pourra cocher que ce dont tu as besoin, mais voilà, un annuaire de membres. BuddyPress, oui, en fait, moi, je crois qu'il faut dans l'évolution qu'on est en train de mettre en œuvre, il faut qu'on arrive à se dire, OK, quelqu'un qui a un site WordPress, comment BuddyPress peut lui apporter quelque chose à lui, tout seul? Il est tout seul, on veut lui apporter quelque chose. Comment on peut lui apporter quelque chose? Et après, on augmente. Il a une communauté, comment je peux apporter quelque chose à la communauté? Quelqu'un qui a un site unique, il faut qu'on puisse lui proposer, par exemple, une page de profil, parce que le truc, la page d'auteur de WordPress, bon, c'est sympa, mais bon, je pense qu'on peut faire mieux, quelque chose qui soit plus facile pour exposer ses champs de réseaux sociaux, ses profils de réseaux sociaux en dehors, etc. Bon, je pense qu'on peut faire quelque chose pour aussi celui qui n'a pas besoin d'une communauté, d'avoir. Il faut qu'on se rapproche aussi de WordPress. Comment nos fonctionnalités peuvent aider à développer un site WordPress. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus. J'ai des petites idées. Pour l'instant, c'est un peu trop fouillis. C'est pas encore bien organisé, mais je pense qu'on peut améliorer les choses. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai besoin d'organiser un certain nombre de membres, de les réunir dans ce qu'on appelle des groupes, ou là, on peut commencer. Là, BuddyPress tient tout son rôle plus que pour le site unique. Alors, il y a une chose aussi qui nous empêchait d'évoluer, je pense, dans BuddyPress, notamment pour les intranets, et c'est pour ça que j'ai pas le sentiment que ça soit bien développé au niveau des intranets, c'est que un intranet, c'est réservé à ses membres. Or, BuddyPress, par défaut, c'est public, c'est-à-dire que tout le monde peut tout voir. Là, dans la version 12, on intègre la possibilité, par défaut, de dire « ma communauté est privée ». Et donc, je dois m'inscrire pour pouvoir accéder à tous les contenus. Et ça arrive, la version 12, et alors que je pense que c'est un besoin qui était là depuis bien longtemps, qu'il y a des extensions qui le font certainement. Nous, ce qu'on dit,
On met juste en place la chose, on connaît bien le logiciel, hein, c'est nous qui l'avons construit. Donc on met juste en place les choses comme ça devrait être pour que vous puissiez mettre en place une communauté complètement privée. L'idée, c'est que aujourd'hui, on peut se dire bah ouais, mais moi j'ai envie que mes groupes soient privés. Mais j'ai quand même envie de montrer un peu qui sont mes membres. Et donc du coup, après, on va aller plus loin. On va se dire, ok, comment je peux avoir une gestion beaucoup plus granulaire de la chose et de se dire, bah, je veux définir la visibilité de chacun des composants de BuddyPress. Donc on va travailler là-dessus aussi. En tout cas, dans la version 12, c'est je peux mettre ma communauté privée, réservée à mes membres. Donc ça, je pense que c'est déjà une bonne chose. Et donc, bon, on va peut-être pas se faire des copains avec celui qui avait une extension qui permettait de le faire, mais bon, ça me paraît quelque chose de... On a eu beaucoup de discussions là-dessus, mais ça me paraît quelque chose de basique, quoi. Enfin, ça doit être fait par l'extension, enfin par BuddyPress. Enfin, c'est pas une extension pour moi, ça. Enfin bon, voilà. Ça, c'est d'accord. Sur les associations, c'est vrai que ça fait partie des choses. En tout cas, là, ce que vous devez retenir, c'est avec BuddyPress. C'est peut-être pas parfait. De toute façon, si c'était parfait, ça vaudrait même plus le coup de contribuer. Mais c'est peut-être pas parfait. Mais en tout cas, je maîtrise tout. J'ai mon WordPress, je mets mon BuddyPress, c'est mes règles. C'est pas les règles d'un groupe sur Facebook, c'est les miennes. C'est moi qui décide. C'est à moi d'être responsable aussi. C'est moi qui dois déterminer la charte, le comportement de ma communauté, et c'est moi qui dois faire en sorte de bien respecter la réglementation, la conformité par rapport aux données personnelles. Mais en tout cas, c'est vous qui gérez. C'est ça le principal avantage, surtout quand on est dans la communauté WordPress. Ce qu'on veut aussi travailler, c'est comment faire en sorte de communiquer entre WordPress. On se dit, ça c'était une idée que m'avait suggéré Willy lors du WordCamp Paris 2017. Il m'avait parlé de ça. Mais comment ça se fait que BuddyPress ne permet pas à deux sites WordPress de s'échanger des activités, de s'abonner l'un à l'autre? Je dis bah ouais, t'as raison. Et du coup, bon, ça remonte à 2017. On n'a jamais trop travaillé sur le sujet, mais avec ActivityPub, ce protocole là qui permet de fédérer différents canaux. Le plus connu c'est Mastodon, mais bon. Je me dis tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, et en tout cas faut qu'on explore. Alors peut-être d'abord en regardant ce que fait l'extension ActivityPub pour s'en inspirer, voir peut-être pour dire bah ouais, si vous voulez faire ça, activez ActivityPub. Enfin en tout cas pour utiliser l'extension, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on explore. On se met moins de barrières qu'auparavant. Beau cahier des charges, là. Je vois qu'il y a une liste de tout pas mal. Comme on disait au départ, t'as un peu disparu des réseaux, certainement pour te concentrer un peu plus à ta vie personnelle et puis à ces gros projets de BuddyPress. Néanmoins, si on veut te suivre, tu parlais de ton site où tu écrirais un article. Tu peux nous rappeler c'est mon site, c'est imati.eu. Voilà. Donc, quand on lit tout sans le point, ça fait Mathieu. Parce que mon pseudo sur la communauté WordPress, c'est Imat, IMATH. Donc, on peut me retrouver aussi facilement dans le Slack WordPress.org, dans le channel BuddyPress. Donc, si vous me pingez, je serai là et je vous dirai bienvenue. Alors, je vous le dirai en anglais parce que pour que tout le monde comprenne, on parle en anglais. Mais sinon, là, j'ai récemment décidé de supprimer tous mes comptes réseaux sociaux pour me dire, moi, je veux maîtriser l'intégralité de ce que je dis sur Internet finalement. Les réseaux sociaux, ça a bien changé. Il y a des milliardaires qui ont des caprices, qui changent ce que c'était. Et donc moi, ça me coûte de l'argent. En plus, j'avais un site. Je paye un hébergement de site tous les ans et je m'exprimais ailleurs. Je dis mais je suis un peu con en fait. Et alors donc il y aura peut-être pas beaucoup de trafic sur mon site, mais c'est pas grave. Je m'exprime pour partager ce que je trouve intéressant sur Internet, pour s'enrichir sur les différentes technologies comme JavaScript, React, etc. ou sur PHP. Enfin, et donc je vais bientôt, j'ai quasiment fini d'enrichir mon thème de blog, et mon thème de blog il va supporter quelque chose qui a été un petit peu oublié par WordPress dans la panoplie de l'édition de sites dans l'éditeur de sites là, c'est les formats d'articles. C'est une API qui est née pour un peu concurrencer Tumblr quand Tumblr n'était pas encore chez Automattic et qui a été un peu laissée à l'abandon. Et en fait, je me suis dit mais moi j'écris des articles. J'aime bien que les choses soient bien rangées. J'écris des articles, mais des fois j'ai pas envie d'écrire un article pour dire en 3 mots ça me paraît bizarre. Et du coup, je partage des liens.
Ah ouais. Et en fait, il y a un format d'article qui s'appelle lien et un format d'article qui s'appelle statut. Et ben du coup, je vais construire les blocs qui permettent de partager un lien internet et en fait de paramétrer le flux de WordPress pour afficher à la fois des articles d'une certaine manière et des liens d'une autre et des statuts d'une autre, et puis d'avoir de séparer mes contenus, dire voilà, vous avez toutes les publications, mais vous pouvez aussi dire moi je veux voir que les liens de Mathieu, je veux voir que ses statuts, ou je veux voir que ses articles. Donc je suis en train de travailler là-dessus parce que je trouve ça intéressant, et en même temps ça me permet de partager ce que auparavant je partageais sur Twitter directement dans mon site. Bah écoute, je partagerai ça sur l'article du podcast. N'hésitez pas donc à contacter Mathieu si ça vous intéresse, ce projet BuddyPress. Contactez Jason aussi de l'agence Woodunique, du coup, pour aider sur la documentation ou autre. Encore merci Mathieu, merci d'avoir je t'en prie Eddy, merci pour ton invitation, c'est hyper important pour BuddyPress de pouvoir parler de BuddyPress en fait. Eh ben parfait, écoute, j'espère que le message va passer. En tout cas, c'était très intéressant. Encore merci et bon courage. On va suivre donc cette sortie la 12.0 le 30 octobre. 12.0 ouais, voilà. Ça marche, on suit ça. Allez, merci beaucoup. Bye bye. Toi l'auditeur qui vient de passer un bon moment avec ce dernier épisode. Tu sais quoi? Ton avis compte, et pas seulement pour flatter mon ego, même si ça aide, soyons honnêtes. Laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme préférée, c'est comme me faire un high five virtuel. Ça me booste et ça aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Alors si tu as aimé, pourquoi ne pas prendre 30 secondes pour donner 5 étoiles à ce podcast? Et si tu as des critiques, balance, je suis tout oui. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.